Bonjour à mes étudiants et à mes étudiantes, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, notre étude du siècle des Lumières a été l'occasion de nous introduire à la pensée de Rousseau via ses critiques dirigées contre l'idée de progrès et contre le processus de civilisation. Bien que Rousseau porte résolument le flambeau des Lumières, on a vu qu'il s'avère aussi dubitatif quant au pouvoir salvateur de la raison, des sciences et des techniques. Dans un premier temps, on a exposé sa critique de la société mondaine, fondée sur l'inauthenticité, les jeux de pouvoir et la réputation. Puisqu'elle valorise la docilité et la flatterie, cette corruption morale de la vie en société contribue, selon Rousseau, à la servilité des individus. En effet, si vous agissez pour plaire à vos supérieurs en vue de vous garantir leur approbation, vous vous livrez au paraître, au détriment de l'être. Vous vivez pour autrui et non pour vous-même. Dans un deuxième temps, on a étayé les arguments de Rousseau contre les bienfaits du progrès technique. Il accuse d'une part l'origine inégalitaire des sciences et dénonce d'autre part leur portée tout autant inégalitaire. Rousseau estime que si les inventions technologiques profitent seulement aux plus fortunés, c'est justement parce qu'elles ont été produites par eux et surtout pour eux dans un contexte où ils étaient déjà fortunés. C'est donc certainement pas en poursuivant dans la voie du progrès que la société se débarrassera de ses inégalités. On pourrait reprocher à Rousseau d'être médisant. Ses contemporains, à commencer par son ancien ami Voltaire, lui ont justement reproché d'être hypocrite. Si tu crois tant que la culture nuit à l'humanité, lui a-t-on lancé, tu devrais même pas écrire, puisque l'écriture est un produit culturel. Et de fait, toute sa vie, Rousseau a été taraudé par cette contradiction performative et existentielle. On lui dit également, si pour toi la civilisation est si mauvaise, pourquoi tu retournes pas dans la nature, hors de la société? Eh bien, si Rousseau n'est pas allé jouer au survivaliste dans la nature, il prit cependant acte de ce second blâme de manière philosophique. Dans son discours portant sur les inégalités entre les hommes, il joue la carte de la nature contre celle de la culture. Pour mieux comprendre le geste de pensée initié par Rousseau, je vous invite à vous approprier son intuition. N'êtes-vous pas parfois animé du désir secret d'échanger la vie urbaine, mondaine et moderne, contre un mode de vie plus simple, plus près de la nature, peut-être plus vrai? N'avez-vous jamais éprouvé l'envie inavouable de faire fi de vos dettes, de vos obligations, des règles de la société, de vos possessions matérielles, et de vous ressourcer auprès des origines naturelles des choses, hors de la civilisation? Je vous cite à cet effet le philosophe américain Henry David Thoreau. « Je suis allé dans les bois, car je voulais vivre délibérément, affronter seulement les faits essentiels de la vie, et voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner, plutôt que de découvrir, au moment de mourir, que je n'avais pas vécu. » Thoreau exprime ici un état d'esprit très rousseauiste. Dans le même sens, le film Into the Wild relate l'histoire vraie d'un jeune homme qui donne tout son argent à des œuvres caritatives pour partir seul à l'aventure en Alaska. Le contact direct avec la nature constitue pour lui le passage obligé d'une réappropriation de son identité et de son rapport au monde. Encore une fois, figure très rousseauiste, qui choisit de troquer les avantages de la vie en société pour la liberté, malgré les risques que celle-ci comporte. Conformément à cette intuition, Rousseau creuse la différence entre la nature et la culture pour s'enquérir de la cause lointaine de l'état inégalitaire, artificiel et servile dans lequel se trouve la société civile. Encore à titre de réponse à un concours lancé par l'Académie de Dijon, Rousseau élabore sa pensée de l'état de nature dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. La question soumise est la suivante. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle? La question est donc bipartite, à savoir d'où vient l'inégalité et aussi si une telle inégalité répond ou non à la loi naturelle. Mais qu'entendre par loi naturelle? Il s'agit de déterminer si l'inégalité est inscrite à même la nature humaine ou non. Autrement dit, si l'inégalité relève d'une donnée irrévocable de la nature ou si elle dépend de l'action humaine. Dans votre entourage, vous connaissez peut-être des gens qui disent, par rapport aux injustices qu'on observe dans la société,
C'est comme ça a toujours été comme ça changera pas, c'est fait de même. Eh bien, quelqu'un qui dit ça, ce qu'il dit, en gros, c'est que l'injustice est inscrite dans la loi naturelle, que c'est l'ordre des choses. Vous comprenez alors que la loi naturelle s'oppose à la loi civile. La loi civile est conventionnelle, elle est normée, elle est inscrite, elle est débattue et elle change. La loi naturelle, de son côté, est déterminée indépendamment de l'action des hommes et surtout indépendamment de leurs décisions. Voilà ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. On va tenter de voir, plus précisément, pourquoi Rousseau prétend que la société équivaut à une corruption de l'humanité. Et qui dit corruption par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que Rousseau suggère? Pour le déterminer, on va dégager la conception de l'humain qu'il met en œuvre dans son hypothèse de l'état de nature. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai retiré la section sur le contrat social parce qu'en fin de compte, cette voie nous aurait peut-être fait empiéter un peu trop sur le terrain politique qu'il convient plutôt de laisser de côté pour le 3e cours de philosophie. J'ai donc substitué cette section par l'étude de l'avènement de la société, autrement dit de la sortie hors de l'état de nature. Au terme de ces analyses, on va être en mesure de comprendre le sens et la portée de cette formule déjà citée « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Corrélativement, on va saisir la signification de la perfectibilité humaine identifiée par Rousseau. Pour commencer, je vous invite à oublier ce que vous avez appris sur Thomas Hobbes pour un moment et à vous réapproprier l'expérience de pensée de l'état de nature à neuf. À quoi pouvait bien ressembler la vie pré-politique des humains? Imaginez un contexte d'interactions humaines sans loi, sans institutions, sans coutumes et sans État. Est-ce que ça revient automatiquement à imaginer une catastrophe, une guerre perpétuelle comme le pensait Hobbes? Peut-être pas. Est-ce qu'on doit imaginer parallèlement que tous les éléments de la nature conspirent contre l'homme, que tous les animaux cherchent à le dévorer, que toutes les plantes cherchent à l'empoisonner? Mettons cette représentation de côté et reprenons dès le début avec Rousseau. Par où commencer? S'agit-il seulement d'inventer une fiction de toute pièce? Et surtout, pourquoi s'efforcer de concevoir un état de nature si d'autres l'ont fait avant? Rousseau considère que les hypothèses de l'état de nature proposées jusqu'alors sont insatisfaisantes et erronées. Il propose un point de départ et une méthode pour se prémunir d'élaborations fautives ou arbitraires. Voyons ça de plus près avec un passage de la préface du second discours. Je cite. « Car ce n'est pas une légère entreprise de démêler ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la nature actuelle de l'homme, et de bien connaître un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir les notions justes pour bien juger de notre état présent. » Fin de citation. Une phrase assez dense, dans laquelle Rousseau nous dit essentiellement 3 choses. Premièrement, il nous fait part de son entreprise qui consiste à démêler le naturel de l'artifice en l'homme d'aujourd'hui, c'est-à-dire de retrancher ce qui appartient à la culture de ce qui appartient à la nature, ou encore, en d'autres mots, isoler l'élément naturel en l'homme pour l'observer comme sous un microscope. Deuxièmement, il nous avertit d'entrée de jeu que le récit de l'état de nature qu'il s'apprête à nous exposer est hypothétique. Il s'agit d'une expérience de pensée et non pas d'un traité d'histoire objective, encore moins d'un projet à établir dans le futur. Ainsi, comme Hobbes, Rousseau admet l'aspect spéculatif de son propos. Enfin, l'apparence spéculative de son entreprise ne doit surtout pas nous faire oublier sa vocation pratique. Parce que Rousseau nous dit, à la fin du passage cité, que l'expérience qu'il met en jeu vise à évaluer la condition réelle de l'humanité à son époque. Le dernier point est important. C'est seulement à la lumière de l'état de nature qu'on pourra juger de notre société, et non pas l'inverse, à savoir déterminer l'état de nature à partir de notre jugement sur notre société. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est exactement ce que Hobbes fait. Rousseau reproche à Hobbes d'avoir conçu un état de nature sur le modèle des guerres civiles d'Angleterre qui l'ont tant marqué. La guerre de tous contre tous ne serait qu'un pâle reflet préhistorique de l'Angleterre du XVIIe siècle. Quand Hobbes affirme que l'homme à l'état de nature est fondamentalement égoïste, Rousseau lui répondrait « Non, c'est l'homme civilisé qui est égoïste. » Et c'est vrai, comment Hobbes peut-il connaître les vices de l'homme à l'état de nature
autrement qu'en transposant en celui-ci les vices de l'homme civilisé. Voilà la démarche à éviter. Ne pas confondre l'état de nature et l'état civil. Rousseau reprend donc à nouveau frais le problème de l'état de nature en s'abstenant d'y projeter les traits de l'humain civilisé. La question que Rousseau se pose est la suivante. De quoi aurait eu l'air l'être humain s'il avait été abandonné à sa propre nature, à défaut de revêtir les multiples couches d'artifice de la vie civilisée? On sait donc maintenant ce que Rousseau veut faire, pourquoi il veut le faire et comment il veut le faire. Il souhaite déterminer chez l'homme ce qui ressortit de la nature, de ce qui ressortit de la culture, en imaginant un état de nature afin de juger l'état actuel de sa société. Toute cette entreprise s'articule autour de la différence, on pourrait même dire autour du dualisme, entre la nature et la culture. Avant de pouvoir déduire le culturel du naturel en l'homme, il importe de comprendre cette différence cardinale. Je vous propose le schéma suivant. La première dimension est assez facile à saisir. On comprend aisément la différence entre ce qui est inné et ce qui est acquis. Un exemple, le langage est inné chez l'humain, mais la langue est acquise. Autrement dit, il est naturel chez l'homme de pouvoir parler, mais le fait qu'il parle le français plutôt que le portugais, ou le tchèque plutôt que le coréen, dépend de son apprentissage. De manière générale, on s'entend assez bien sur l'aspect formel de la différence entre l'inné et l'acquis chez l'homme. Là où il y a débat, c'est plutôt dans le contenu de cette différence. Qu'est-ce qui est inné? Qu'est-ce qui est acquis? Deuxième point de convergence. Le biologique est assez facile à concevoir, parce qu'il est presque aujourd'hui synonyme de nature, sans doute à tort. Il faut entendre par là ce qui s'applique à l'organique, aux besoins vitaux, à la physiologie, aux instincts. Ça se complique de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du symbolique. Le symbolique concerne le régime du sens. Dans le domaine de la culture, les choses ont toujours un sens qui dépasse leur stricte factualité. Je vous donne un exemple, la fameuse Statue de la Liberté à New York. Factuellement, c'est rien d'autre qu'un gros amas de ferraille offert par la France aux États-Unis. Mais symboliquement, c'est, du moins pour les patriotes, un emblème de justice, de liberté. Pour les plus patriotes encore, c'est un symbole du rêve américain. Un autre exemple pour bien comprendre la spécificité du symbolique, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Eh bien, c'est un urinoir. Or, un artiste, Marcel Duchamp, a eu la bonne idée, ou la mauvaise peut-être, c'est vous qui en jugerez, de retirer cet objet de son contexte habituel, la salle de bain, et de l'intégrer dans un musée. Désormais, l'urinoir, rebaptisé Fontaine, est une œuvre d'art. Autrement dit, la chose revêt le sens qu'on lui confère selon son usage, son contexte et l'intention qui préside à sa présentation. Voilà ce que signifie le symbolique. Revenons à notre schéma. Ce qui s'inscrit dans le cadre de la nature est généralement fixe. Le naturel désigne un état de choses qui demeure stable, tandis que ce qui s'inscrit dans l'ordre de la culture est appelé à changer, à évoluer. Nos lois changent, par exemple, de même pour nos représentations, notre conception de la beauté, la mode, tout ce genre de choses. Et enfin, la nature se rapporte à l'universel, à ce qui vaut pour tout le monde, en tout lieu et en tout temps. La culture, quant à elle, s'avère particulière. Elle change de visage selon l'époque, le contexte, la géographie, etc. Mais la distinction entre culture ne va pas de soi. La seule velléité de distinguer ces deux instances constitue déjà un geste culturel. Je vais citer ici le philosophe Edgar Morin, qui écrit « L'homme est un être culturel par nature, parce qu'il est un être naturel par culture. » Je vous enjoins donc à adopter une position critique envers toutes les séparations trop franches. Comme j'ai déjà dit, il faut se méfier des interprétations binaires parce que, plus souvent qu'autrement, elles simplifient la réalité, la vident de sa complexité à défaut de l'affronter. Mais il ne s'agit pas non plus de nier que la nature et la culture peuvent éventuellement désigner des registres de réalité différents, mais plutôt de tenter de penser dans l'enchevêtrement des choses. Et Rousseau n'a pas non plus la naïveté d'opérer aveuglément dans le dualisme nature-culture de manière manichéenne. Il sait que ces deux instances sont poreuses et ouvertes. On va voir plus tard que ce qui constitue à ses yeux le nœud inextricable en l'homme entre culture et nature, c'est l'histoire. D'ici là, suivons l'analyse de Rousseau. Si l'état de nature correspond à une hypothèse, ça veut pas dire qu'il est permis de dire n'importe quoi.
Rousseau prend alors pour point de départ l'homme civilisé et l'état civil, afin de débusquer à travers ceux-ci l'homme naturel et l'état de nature par la négative. Des traces de l'état de nature se trouveraient encore quelque part dans les profondeurs de l'état civil. On comprend ce que Rousseau veut faire. Il observe ses contemporains, s'incluant lui-même dans son analyse, et il essaie de déceler dans les habitudes de vie propres à son époque des marques de l'état de nature. Passons tout de suite à l'analyse, ça va permettre d'illustrer le propos. Le premier élément comparatif concerne les besoins de l'homme. Rousseau observe les gens autour de lui et voit bien que les besoins naturels sont dévoyés en faux besoins. Par définition, de tels besoins sont insatiables. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés artificiellement, ils sont sans cesse renouvelés. Pensons au phénomène de la mode, qui s'aligne sur le changement des saisons pour justifier un débit proportionnel de changement de garde-robe. Pensons aussi au phénomène de la publicité, dont la mission n'est autre que de créer de la demande pour des produits qui devront être remplacés presque aussitôt. Est-ce là l'œuvre de la nature, demande Rousseau. Non, nous dit-il, il s'agit d'un détournement des besoins par la société. En réalité, les besoins naturels de l'homme sont simples. Un ruisseau d'eau fraîche, un arbre fruitier, un peu d'ombre, et c'est tout, la vie est belle. Pour vous inspirer, repensez à la typologie des besoins chez Épicure. L'homme à l'état de nature s'accorde à ses besoins naturels et nécessaires. Mais encore, puisqu'il est enlisé dans l'éternel retour des besoins artificiels et de leur satisfaction fugitive, l'homme civilisé doit travailler. Alors c'est vrai, si vous voulez suivre la cadence de ses besoins, vous devez travailler à un rythme correspondant à ses exigences. Un exemple à cet effet, il y a à peine une génération, c'était extrêmement rare de voir un adolescent travailler durant ses études. Aujourd'hui, c'est la règle, et ce, de plus en plus tôt. Après des longues années de lutte sociale pour sortir les enfants des usines, les voilà qu'ils y retournent d'eux-mêmes. Mais pourquoi? Parce que de nouveaux besoins s'adressent à un public de plus en plus jeune, à commencer par la possession d'un téléphone, notamment, qui implique des paiements mensuels, sans parler du renouvellement de l'appareil lui-même. Le jeune doit donc vendre sa force de travail à un gérant d'épicerie pour payer sa facture de téléphone et avoir la chance d'être sur Facebook en s'offrant aux proies aux publicités ciblées qui créent alors d'autres besoins. Et l'homme naturel de son côté. Pas besoin de travailler, tous ses besoins sont comblés par la terre. La nature lui dispense tous ses bons soins, nous dit Rousseau. On imagine volontiers le naturel en état d'alerte constant, prompt à réagir aux attaques de fauves et autres menaces. Mais en réalité, nous dit Rousseau, c'est l'homme civilisé qui est sur le qui-vive permanent. En vertu du cycle infernal opéré par les besoins artificiels et leur continuelle réactivation, l'homme civilisé est stressé. Il s'inquiète de l'avenir, il regrette son passé et il fuit le présent. Ou pire encore, il espère un avenir meilleur, il est nostalgique d'un passé enjolivé par les souvenirs et il sacrifie son présent. On pense au succès que connaît aujourd'hui l'industrie de la détente. Les salons de spa doivent leur réussite à l'environnement anxiogène du monde civil. Travaillant de plus en plus fort et de plus en plus longtemps pour satisfaire ses faux besoins, l'homme civilisé se réconforte quelques fois par année au spa, question de retarder d'1 mois ou 2 son prochain burn-out. Il pourrait se demander si l'urgence de la relaxation ne trahit pas un problème plus profond. Quant au sauvage, il n'a pas besoin de chandelles parfumées et de massage parce qu'il est simplement jamais tracassé. Il s'occupe seulement de sa survie. Le deuxième élément comparatif concerne la condition physique de l'homme. Encore une fois, Rousseau observe ses contemporains et constate que le confort et l'oisiveté de la vie civile rend l'individu faible et impotent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Laissons de côté le tableau un moment, on va y revenir sous peu. Je vous cite pour illustrer le propos de Rousseau un passage du roman Les particules élémentaires de Michel Houellebecq. Placé en dehors du complexe économique industriel, je ne serais même pas en mesure d'assurer ma propre survie. Je ne saurais comment me nourrir, me vêtir, me protéger des intempéries. Mes compétences personnelles sont largement inférieures à celles de l'homme de Néandertal. Fin de citation. Je crois bien qu'il s'agit là d'une vérité. Placer à peu près n'importe quel Québécois, moi le premier, esselé dans la forêt boréale, et il ne saura pas déterminer quels végétaux sont comestibles, des végétaux qui ne le sont pas.
Si nous avons accès à la géographie mondiale dans notre poche avec Google Maps, on ignore absolument tout de la géomorphologie de notre propre territoire. De retour au tableau, ainsi, la vie civilisée nous donne l'impression d'être maître et possesseur de la nature, mais en réalité, en se laissant servir par les machines, on leur délègue notre compétence et sans elles, on se retrouve au dépourvu. L'homme sauvage, en revanche, connaît intuitivement sa place dans l'ordre des choses et y exerce un savoir-faire conforme à la nécessité. Les commodités de la vie civile rendent donc les hommes mous, lâches et incapables. Il en est de même pour leur progéniture. Rousseau a des mots très durs pour décrire la descendance favorable de l'homme sauvage. Je vous cite un passage du discours. « Les enfants, apportant au monde l'excellente constitution de leur père et la fortifiant par les mêmes exercices qui l'ont produite, acquièrent ainsi toute la vigueur dont l'espèce humaine est capable. La nature en use précisément avec eux, comme la loi de Sparte, avec les enfants des citoyens. » Fin de citation. À quoi Rousseau fait-il référence? À Sparte, cité grecque connue pour la qualité de ses guerriers, on disposait des enfants dont la constitution physique n'était pas favorable aux exigences du combat. En voici une illustration. When the boy was born, like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. Taught never to retreat, never to surrender. Donc, ce que Rousseau veut dire, c'est que dans l'état de nature, seulement les enfants forts et endurants survivent, parce qu'il y a un tri qui se fait à même la nature. C'est un peu une esquisse de la sélection naturelle. Un dernier élément à souligner à cet effet, l'homme civilisé est malade. Rousseau prétend qu'en suivant l'histoire des maladies, on suivrait, corrélativement, l'histoire de la civilisation. Pourquoi? Parce qu'il affirme que les maladies sont la conséquence de notre style de vie moderne. L'homme naturel, quant à lui, vous l'aurez deviné, ne connaît pas la maladie et ne craint pas non plus la mort. Le sauvage n'a pas besoin de médecin ni de remède. Lorsque la mort l'emporte, c'est aussi naturellement qu'il a vécu qu'il s'en va. Mais Rousseau exagère-t-il lorsqu'il rapporte la maladie exclusivement au style de vie moderne? C'est là un thème assez délicat sur lequel je peux pas du tout me prononcer, mais je vais quand même donner un exemple qui fait œuvre de consensus, seulement pour concrétiser ce que Rousseau dit. Alors, à l'époque où il fallait rouler ses propres cigarettes, jusqu'au tournant du 20e siècle, la consommation moyenne de cigarettes pour un adulte était de 54 par année. Pas 54 paquets, 54 cigarettes. Avec l'avènement de la production industrielle, non seulement on produit un volume massif plus rapidement, mais on vend la marchandise moins cher. Ainsi, en 1964, la consommation moyenne de cigarettes pour un adulte était de 4345 par année. Mais pourtant, le tabac n'était pas moins addictif auparavant. La seule chose qui a changé, c'est l'accessibilité. Alors d'après moi, c'est un exemple qui évoque bien ce que Rousseau a en tête au sujet des conditions qu'occasionne la vie moderne. Avant-dernier point, Rousseau remarque que l'homme civilisé s'aime trop, alors que l'homme naturel, il s'aime juste assez. C'est là que Rousseau distingue les notions importantes d'amour-propre, synonyme d'orgueil et de vanité, de l'amour de soi, qui se rapporte simplement à la volonté intrinsèque de l'individu à se conserver. L'amour-propre constitue une dérive civilisationnelle de l'amour de soi qui sombre dans la quête de prestige, l'égoïsme et l'orgueil. L'amour de soi, qui n'est pas l'amour-propre, désigne simplement le fait, pour l'individu, de vouloir prendre soin de lui-même. Et enfin, l'homme sauvage est altruiste, il éprouve de la pitié pour la souffrance d'autrui. La pitié représente pour Rousseau le germe de la moralité. C'est en faisant l'épreuve de la pitié que l'humain reconnaît l'existence de son prochain.
À l'inverse, la vie civile inhibe ce germe de moralité en l'homme et le pousse à l'individualisme. Vous objecterez à Rousseau. Aujourd'hui, pourtant, tout le monde est capable de ressentir de la compassion envers autrui. Oui, certainement pour nos proches, mais Rousseau nous dirait « Il suffit de tendre l'oreille, ou peut-être d'allumer une radio d'opinion, pour entendre vociférer contre les maudits pauvres et les maudits immigrants. » Alors soudainement, la pitié en prend cher. Rousseau dirait alors que la société ne valorise pas la pitié ou l'empathie, précisément parce que pour s'élever dans la hiérarchie sociale, le malheur des autres représente une véritable aubaine. La pitié s'est dégénérée en opportunisme. Voici un tableau récapitulatif de l'analyse que nous venons de conduire. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le consulter. On en vient à notre quatrième point, l'avènement de la société civile. Somme toute, Rousseau compare l'homme civilisé à l'animal domestiqué. Après des siècles de docilité et de dressage, l'humain devient aussi incapable, fragile et misérable que l'animal servile. Et justement, à ce stade, vous vous demanderez peut-être ce qui distingue l'homme de l'état de nature de l'animal. Le portrait de l'homme sauvage que nous avons esquissé en opposant celui-ci à l'homme civilisé ne représente-t-il pas seulement un animal comme les autres? En examinant un peu cette question maintenant, on va identifier le propre de l'homme pour Rousseau, et nous verrons, ce faisant, comment l'humanité sauvage et naturelle a basculé dans la civilité et la facticité. Permettez-moi de citer ce long passage du discours sur lequel nous allons nous pencher. « Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même et pour se garantir, jusqu'à un certain point, de tout ce qui tente à la détruire ou à la déranger. J'aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. » Fin de citation. Pour Rousseau, l'homme partage avec l'animal la sensibilité et la perception. Ailleurs, il concède même aux animaux un degré de rationalité, puisque la perception engage nécessairement, selon lui, l'imagination et la fabrication d'idées. On constate alors que c'est uniquement la liberté qui constitue le propre de l'homme. Aussi, Rousseau adhère à la perspective mécanique de la nature, selon laquelle l'organisme peut être envisagé comme une machine. Sur le thème de la différence entre l'homme et l'animal, Rousseau serait-il donc cartésien? Eh bien, pas vraiment. Pour Rousseau, non seulement les animaux sont sensibles, comme les humains, contrairement à ce que prétend Descartes, mais ce n'est pas non plus la raison qui les sépare. Et qui plus est, il n'est pas question d'esprit ou d'âme chez Rousseau. D'un autre côté, il est vrai que Descartes brandissait également la liberté comme faculté déterminante de l'homme par rapport aux animaux. Par contre, la liberté humaine dépendait, chez Descartes, de l'établissement préalable du dualisme entre la substance matérielle et la substance pensante. C'est parce que je pense que je suis libre. Rousseau ne passe pas par ce détour. La liberté constitue pour lui la première vérité. Qu'entendre par le terme « liberté » ? Comme l'animal, l'homme est animé par des volontés, des désirs si vous voulez. Or, contrairement à l'animal, l'homme peut, nous dit Rousseau, choisir d'écouter ses désirs ou choisir de les contenir. L'animal ne le peut pas. Nous avons vu que, pour Descartes, l'exclusivité humaine de la raison s'élève comme critère suffisant pour traiter les animaux comme de la pure matière. Ceux-ci n'éprouvent aucune douleur, simplement parce qu'ils ne pensent pas et que pour Descartes, la sensation est un type de pensée. Puisque pour Rousseau, la raison ne s'impose pas comme critère, tandis que les hommes et les animaux ont en partage la sensibilité, est-ce qu'on peut traiter les animaux comme des objets? Une autre citation, cette fois-ci tirée de la préface au second discours, « Tenant en quelque chose à notre nature par la sensibilité dont ils sont doués, on jugera qu'ils, les animaux, doivent aussi participer aux droits naturels et que l'homme est assujetti envers eux à quelque espèce de devoir. Il semble, en effet, que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible, qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraité inutilement par l'autre. » Fin de citation. Rousseau entend par droit naturel le droit à la vie, notamment.
Ainsi, la sensibilité est érigée comme critère pour déterminer que nous avons un devoir envers les animaux. Nous ne devons pas les maltraiter inutilement, nous dit Rousseau. Mais seulement un second critère caché se profile comme une tache aveugle dans ce qu'il dit. Que veut-il dire ici par « inutilement » ? À quel moment et à quel point une maltraitance s'avère-t-elle assez utile pour respecter le droit naturel d'autrui? Rousseau laisse ça en suspens. Malgré tout, avec ce qu'on vient de voir, on peut comparer les conceptions respectives de Descartes et de Rousseau sur l'animal, et plus spécifiquement sur la différence entre l'homme et l'animal. Quand on compare des idées, il suffit pas d'énumérer ce qu'en dit chaque philosophe. Il faut appuyer la comparaison sur un dénominateur commun. Certainement, les deux penseurs ici parlent du même sujet. Mais à partir d'où ils en parlent, eh bien, si Descartes et Rousseau n'élaborent pas les mêmes idées sur l'animal et l'homme, c'est parce qu'ils réfléchissent à partir de critères différents. De manière générale, un critère est ce qui permet de trancher, de tracer une ligne entre une chose et une autre, en l'occurrence, entre l'homme et l'animal. S'ils n'emploient pas le même critère, il y a effectivement de fortes chances que chaque philosophe débouche sur des conclusions différentes. À vous maintenant de les développer et de les expliciter. On a vu que la liberté correspond au premier trait fondamental de l'homme naturel. À l'aide du raisonnement schématisé à l'écran, on va débusquer son deuxième trait fondamental. Le raisonnement se décline ainsi. La nature agit à titre de providence envers tous les vivants. Il ne manque de rien à personne, ce qui rend tout conflit résolu d'avance. Personne ne possède quoi que ce soit, car il est inutile de s'approprier des ressources. L'égalité règne donc entre les hommes. Pour Rousseau, l'égalité est un fondement de l'état naturel de l'homme. Remarquez-vous dans cette déduction l'élément clé qui garantit l'égalité entre les hommes? C'est l'absence de possession. Si personne n'a de propriété privée, pourquoi on se chicanerait? Liberté et égalité composent deux traits fondamentaux de l'humanité. Ça vous rappelle quelque chose? Et oui, ce sont les notions phares que l'on retrouve dans la Déclaration française des droits de l'homme, comme on l'a vu dans la dernière capsule. Mais ce n'est pas tout, Rousseau ajoute un ingrédient à la recette. Directement relié à la liberté, la perfectibilité de l'homme surenchérit sa différence par rapport aux animaux. Car, contrairement à ceux-ci, l'humain peut changer et écrire son histoire. Être perfectible, cela veut dire pouvoir s'améliorer, devenir quelque chose. Pour le dire autrement, l'espèce des crevettes est aujourd'hui, somme toute, assez identique à ce qu'elle était il y a des milliers d'années. Les crevettes n'ont pas d'histoire pour Rousseau. De même, si les animaux présentent chacun des savoir-faire étonnants, il n'en demeure pas moins qu'ils ne peuvent s'améliorer. Ils sont de tout temps guidés par la nature. L'humain perfectionne en revanche son savoir-faire. Ce faisant, l'homme est un être historique, dont l'activité induit des changements dans le monde et rétroactivement des changements en l'homme lui-même. Voilà le fameux nœud inextricable entre la nature et la culture qui fait que l'homme est par nature un être culturel, pour reprendre ce paradoxe fécond. Mais si la liberté, l'égalité et la perfectibilité sont inscrites au cœur même de l'humanité, comment la société a-t-elle pu rendre les hommes serviles et inégaux? Pourquoi, si nous sommes nés libres, sommes-nous alors partout dans les fers, d'après Rousseau? Eh bien, c'est justement à cause de la perfectibilité humaine, nous dit-il. En se perfectionnant toujours davantage, l'homme découvrit qu'il pouvait s'approprier des choses, se construire une maison, notamment. Le coup d'envoi de la civilisation correspond par conséquent à l'appropriation de territoires et de ressources par l'homme, qui alors s'inventa la notion de propriété privée. Déplions le raisonnement de Rousseau sur ce sujet. À l'état de nature, la relation entre les hommes est pacifique. La paix qui caractérise les relations humaines à l'état de nature est tributaire du partage des ressources abondantes. Deuxième point, l'idée de propriété privée a conduit la société à produire un système de protection de la propriété. En vertu du développement de son savoir-faire, l'homme s'individualise et se met en tête de garder certaines choses pour lui seul. Or, pour protéger ses propriétés privées, il s'invente un système de conventions, de lois et de normes. Troisième point, un tel système est mis en place par ceux qui... Troisième point, un tel système, autrement dit, est mis en place par ceux qui possèdent le plus pour favoriser leur situation et surtout la maintenir. Quatrième point, ainsi prolifère l'inégalité. Mais pourquoi?
Parce que si les lois sont conçues pour protéger la propriété, elles favorisent, d'entrée de jeu, nécessairement ceux qui ont le plus de propriété, et défavorisent ceux qui n'ont rien en partant. De cette séquence catastrophique résulte la corruption de l'homme par la société. Les conventions qu'il s'est construites sacrifient sa liberté naturelle pour le paraître social. Lisons Rousseau. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Fin de citation. La perfectibilité humaine constitue donc à la fois une chance inouïe et une malédiction, parce que l'homme se démarque ainsi des autres vivants, mais il s'éloigne ce faisant de la nature. C'est en quelque sorte le prix de la liberté. Maintenant que tout ça est dit, que nous savons à quoi correspond l'être humain pour Rousseau, et en quel sens la société prive l'humanité de la liberté et de l'égalité, que peut-on faire? S'agit-il pour Rousseau de renier la société civile et d'essayer, en vain, de regagner l'état de nature? Aucunement. Rousseau estime que la société est à réinventer. Si le bonheur est possible, il doit l'être par la reconquête politique de la liberté et de l'égalité. Autrement dit, il convient de mettre la perfectibilité humaine au service de l'humain. C'est en direction de ces considérations que Rousseau rédigera son célèbre Contrat social, que nous n'aborderons malheureusement pas. Acheminons-nous vers la conclusion. Il importe, avant de nous quitter, de revenir sur la mise en garde que je vous ai exposée dans la capsule sur Hobbes. Je vous disais qu'il faut à tout prix éviter les caricatures lorsqu'on compare des pensées entre elles. Avec Hobbes, on a déterminé que l'homme à l'état de nature, et à l'état civil aussi d'ailleurs, est asocial et égoïste. Cela dit, on a insisté sur le fait que ça revenait pas à conclure que l'humain est mauvais pour autant. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'état de nature, les notions de bon et de mauvais sont anachroniques et impertinentes. Qu'en est-il alors de Rousseau? Affirme-t-il que l'humain est fondamentalement bon, comme le voudraient les comparaisons hâtives? Il dit plutôt ceci. Il paraît d'abord que les hommes dans cet état, n'ayant entre eux aucune sorte de relation morale, ni de devoir connu, ne pouvaient être ni bons ni méchants, et n'avaient ni vice ni vertu. Fin de citation. Souvenons-nous de la méthode de Rousseau. Il ne faut pas juger l'homme naturel à partir des catégories et des critères de la société civile, mais à l'inverse, évaluer la société civile à partir de l'état de nature. Il est donc insensé, à cet égard, de dire que l'homme naturel est bon ou méchant. À vous de vous faire une idée. Terminons sur une comparaison entre Hobbes et Rousseau. Conformément à son hypothèse de l'état de nature et à sa théorie du Léviathan, Hobbes nous dit, en gros, qu'il vaut mieux être en sécurité, sous la protection d'un tyran, que libre, laissé à soi-même dans une vie pré-politique. À ça, Rousseau lui répondrait que si on est en sécurité dans une prison, ça n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux, pour lui, cultiver sa liberté. Pour Rousseau, compromettre sa liberté revient à compromettre son humanité. Et vous, de quel côté êtes-vous positionné par rapport à cette question? Jusqu'où êtes-vous prêt à négocier votre liberté pour assurer votre sécurité? Poser cette question, c'est poser la grande question du contrat social. Un exemple à cet effet, en ce moment, dans les grandes villes en France, chaque citoyen qui sort de chez lui doit avoir une attestation pour justifier sa sortie. Il doit rendre compte de la raison de son déplacement à un agent qui peut le questionner plus ou moins arbitrairement. Que dirait Rousseau? Il dirait certainement pas qu'au nom de la divine liberté, on devrait se rebeller contre les mesures sanitaires d'isolement. Parfois, il vaut mieux négocier sa liberté pour la santé publique. Seulement, je pense que Rousseau nous lancerait un avertissement. Faites attention à ce que les gouvernements ne prennent pas trop goût à ce contrôle social. La tentation autoritaire, voire totalitaire, de l'état civil n'est jamais très loin. Terminons sur ce bilan. La pensée de Rousseau constitue une autocritique des Lumières, car bien que critique à l'endroit de l'idée de progrès, Rousseau demeure un penseur phare des Lumières. Pour décrire l'état de nature, Rousseau s'appuie sur sa critique de l'homme civilisé et de l'état civil. L'être humain se compose de 3 éléments fondamentaux, la liberté, l'égalité et la perfectibilité. L'être humain, enfin, est historique. Contrairement à ce que l'on retrouve chez Descartes, il n'y a pas d'essence humaine chez Rousseau, car l'humanité n'est pas figée. Et quelques questions pour la route.
L'état de nature dépeint par Rousseau ne ressemble-t-il pas à un paradis perdu, à un fantasme? Rousseau critique le progrès, mais son état de nature ne constitue-t-il pas une espèce de progrès à rebours, une espèce de « c'était mieux avant ». Avec sa conception de l'homme naturel, Rousseau n'entretient-il pas le mythe du « bon sauvage ». Alors, un mot là-dessus, qu'est-ce que ça désigne, le mythe du bon sauvage? Eh bien, ça désigne l'idée répandue à l'époque selon laquelle les sauvages, donc les autochtones notamment, les sauvages du Nouveau Monde, vivaient en parfaite harmonie avec la nature, dans une relation les uns avec les autres, absolument dénuée de violence et de rapports conflictuels. En quoi ça relève d'un mythe et en quoi le sauvage est-il bon dans ce mythe? Eh bien, c'est une image tout à fait enjolivée, tout à fait fabriquée, d'une réalité beaucoup plus complexe. La question, c'est de savoir ici si Rousseau participe à la consolidation et à la diffusion de ce mythe. Et enfin, Rousseau identifie la propriété privée comme étant la source du mal. Mais n'y aurait-il pas moyen pourtant de concilier propriété privée, liberté et égalité? Je vous laisse là-dessus et la prochaine fois, on se retrouve avec Marx. À plus!